Quand Bonaparte revient d'Égypte en novembre 1799, la France vacille. La deuxième coalition écrase les armées républicaines sur tous les fronts. L'Autriche domine l'Italie du Nord, les Russes progressent, et le Directoire agonise dans la corruption et l'incompétence. Le coup d'État du 18 Brumaire change tout. Le général qui a conquis l'Égypte devient premier consul et décide de reprendre la guerre là où il avait triomphé la première fois, en Italie. Bonaparte sait que l'Autriche représente la menace principale. Il élabore un plan audacieux. Pendant que le général Moreau attaque en Allemagne, lui-même prépare une armée de réserve qu'il baptise pompeusement pour tromper l'ennemi. Son objectif ? Franchir les Alpes et prendre les Autrichiens à revers en Italie. Les généraux autrichiens croient à leurs positions imprenables. Erreur fatale. En mai 1800, Bonaparte lance son armée à travers le col du Grand Saint-Bernard. Les soldats transportent les canons démontés sur des traîneaux, gravissent des pentes verglacées, affrontent le froid. L'artillerie passe grâce à des troncs d'arbres évidés. Le 2 juin, l'armée débouche en Italie. Les Autrichiens n'en croient pas leurs yeux. Le général autrichien Mélas commande 100 000 hommes. Il assiège Gênes depuis des semaines et force la reddition du général Masséna le 4 juin. Confiant, Mélas pense avoir gagné la campagne. Mais Bonaparte arrive avec 40 000 soldats frais dans son dos. Mélas doit faire volte-face et concentrer ses forces dispersées. Le 9 juin, le maréchal Lannes remporte la bataille de Montebello contre l'avant-garde autrichienne. 5 jours plus tard, le 14 juin 1800, Bonaparte engage le combat près du village de Marengo. Il croit affronter un simple détachement ennemi. Erreur de renseignement catastrophique. Toute l'armée de Mélas se trouve face à lui, avec le double d'effectifs. La bataille commence à l'aube. Les Autrichiens attaquent en force. Les divisions françaises reculent sous la pression. À midi, les soldats de Bonaparte battent en retraite sur plusieurs kilomètres. Mélas, blessé au bras, retourne à Alexandrie en laissant le commandement à son chef d'état-major. Il rédige déjà son bulletin de victoire. Bonaparte, lui, voit sa carrière politique se terminer sur ce champ de bataille poussiéreux. Vers 15 heures, tout bascule. Le général Desailles arrive avec sa division de 5 000 hommes. Bonaparte lance immédiatement une contre-attaque. Desailles mène personnellement l'assaut, mais tombe mortellement touché. Ses soldats, enragés, enfoncent les lignes autrichiennes. La cavalerie du général Kellermann charge au bon moment et capture l'artillerie ennemie. En moins d'1 heure, la victoire change de camp. Les Autrichiens perdent 9 000 hommes. Mélas demande l'armistice dès le lendemain. L'Autriche évacue toute l'Italie du Nord. Mais la victoire décisive vient d'Allemagne. Le 3 décembre 1800, Moreau écrase les Autrichiens à Hohenlinden, en Bavière. L'empereur François II capitule. Le traité de Lunéville, signé le 9 février 1801, confirme la domination française sur la rive gauche du Rhin et l'Italie du Nord. Seule l'Angleterre continue la guerre. Épuisée financièrement, elle signe la paix d'Amiens le 27 mars 1802. Pour la première fois depuis 10 ans, l'Europe connaît la paix. Bonaparte en profite pour se faire nommer consul à vie en août 1802, puis empereur en mai 1804. Napoléon Ier vient de naître. La paix ne dure pas. En mai 1803, l'Angleterre reprend les hostilités. Napoléon concentre 200 000 hommes au camp de Boulogne pour envahir l'île. Il construit des barges, entraîne ses troupes au débarquement. Mais il lui faut la maîtrise de la Manche, ne serait-ce que quelques heures. L'amiral Villeneuve doit attirer la flotte britannique aux Antilles pendant que la flotte franco-espagnole file vers Boulogne. Le plan échoue. Villeneuve, poursuivi par Nelson, se réfugie à Cadix. L'invasion de l'Angleterre devient impossible. Pendant ce temps, Londres finance une nouvelle coalition. L'Autriche veut sa revanche. La Russie rejoint l'Alliance. Le 11 avril 1805, le tsar Alexandre Ier et le roi d'Angleterre signent un traité d'alliance. L'Autriche attend septembre pour déclarer la guerre, espérant que Napoléon sera encore occupé à Boulogne. Napoléon réagit avec une rapidité foudroyante. Le 27 août, il lève le camp de Boulogne. La grande armée marche vers l'est en 7 corps d'armées séparés. Les Autrichiens prévoient une offensive française par la Forêt-Noire. Napoléon déjoue leur plan et fonce vers le Danube par la Bavière. Le 20 octobre 1805,
Il encercle l'armée du général Mack à Ulm. 60 000 Autrichiens capitulent sans combat majeur. C'est une catastrophe pour Vienne. Le 13 novembre, Napoléon entre dans la capitale autrichienne. L'empereur François II s'est enfui vers le nord pour rejoindre les Russes. Les deux armées alliées totalisent 85 000 hommes. Napoléon dispose de 73 000 soldats. Il doit attendre les renforts des maréchaux Bernadotte et Davout, mais les Austro-Russes pourraient attaquer avant leur arrivée. Napoléon décide de simuler la faiblesse. Il évacue le plateau de Pratzen près du village d'Austerlitz et recule ses avant-postes. Il envoie un émissaire proposer des négociations. Les Alliés tombent dans le piège. Le tsar Alexandre Ier, jeune et inexpérimenté, veut sa grande victoire. Le général autrichien Weyrother élabore un plan compliqué. Attaquer le flanc droit français en masse, couper Napoléon de Vienne, puis l'écraser. Le 2 décembre 1805, à l'aube, un épais brouillard couvre le champ de bataille. Les colonnes austro-russes descendent du plateau de Pratzen pour attaquer la droite française. Napoléon observe depuis une hauteur. Quand le brouillard se dissipe vers 9 heures, il constate que l'ennemi a dégarni le centre. Le moment est venu. Les divisions du maréchal Soult grimpent le plateau de Pratzen. Les Russes, surpris, tentent de reprendre la position. Combats acharnés. Les cuirassiers français chargent la garde impériale russe. À midi, Napoléon contrôle le plateau. Il tient maintenant le centre du dispositif ennemi et peut frapper à gauche et à droite. Sur le flanc droit français, le maréchal Davout contient héroïquement 4 colonnes russo-autrichiennes avec une seule division. Il plie, mais ne rompt pas. Quand Napoléon envoie des renforts depuis le plateau, les Alliés doivent reculer vers le sud. Beaucoup se noient dans les étangs gelés que l'artillerie française pilonne. À gauche, Lannes et Murat écrasent l'aile gauche ennemie, commandée par le prince Bagration. À 16 heures, la bataille était gagnée. Les Alliés ont perdu 27 000 hommes, les Français 9 000. L'empereur François II demande un armistice le soir même. Alexandre Ier ramène les débris de son armée en Russie. Le traité de Presbourg, signé le 26 décembre 1805, humilie l'Autriche. Vienne cède Venise au royaume d'Italie, le Tyrol à la Bavière, paye 40 millions de francs d'indemnité. Le Saint-Empire romain germanique, vieux de 1000 ans, disparaît. Napoléon crée la Confédération du Rhin qui regroupe les États allemands sous protection française. La troisième coalition s'effondre. Austerlitz entre dans la légende comme le chef-d'œuvre tactique de Napoléon. La Prusse observe Austerlitz avec inquiétude. Le royaume possède une armée réputée invincible, héritière des traditions de Frédéric le Grand. Mais ses généraux sont vieux, ses tactiques dépassées. En octobre 1806, Napoléon annexe le royaume de Naples et crée la Confédération du Rhin. La Prusse voit son influence en Allemagne s'évaporer. La reine Louise de Prusse pousse son mari Frédéric Guillaume III à la guerre. Le parti anti-français domine la cour. Le 26 août 1806, la Prusse envoie un ultimatum. Napoléon doit retirer ses troupes au-delà du Rhin avant le 8 octobre. L'empereur répond en mobilisant la Grande Armée. Le 9 octobre, la Prusse lui déclare la guerre et forme la 4e coalition avec la Russie, la Saxe et la Suède. Les Prussiens alignent 140 000 hommes commandés par le duc de Brunswick, vétéran de 71 ans. Napoléon dispose de 180 000 soldats. Le 8 octobre, il franchit les défilés de Franconie par 3 colonnes parallèles, prêtes à réagir dans n'importe quelle direction. Les Prussiens tentent de le prendre à revers par le nord-ouest, mais Napoléon les devance et descend la vallée de la Saale. Le 10 octobre, Lannes écrase l'avant-garde prussienne à Saalfeld. Le prince Louis-Ferdinand de Prusse meurt au combat. Les Prussiens reculent vers le nord, en désordre. Brunswick et le roi commandent 70 000 hommes, tandis que le prince de Hohenlohe protège leur retraite avec 50 000 soldats. Le 13 octobre, Napoléon repère les Prussiens sur le plateau dominant la ville d'Iéna. Il décide d'attaquer immédiatement. Pendant la nuit, les soldats français élargissent un sentier de bergers pour hisser l'artillerie sur le plateau de Landgrafenberg. Napoléon lui-même dirige les travaux, lanterne à la main. Les Prussiens négligent de garder les hauteurs, croyant les pentes infranchissables. Le 14 octobre à l'aube, Lannes attaque avec 20 000 hommes. Les Prussiens contre-attaquent, mais les renforts français affluent. Ney arrive avec son corps d'armée et charge avec impétuosité. Trop impétueux même.
il se fait encercler. Napoléon envoie la cavalerie et d'autres divisions à son secours. À midi, 96 000 Français affrontent 50 000 Prussiens. Les colonnes françaises attaquent en a par le centre et les flancs. L'artillerie martèle les positions prussiennes. Les lignes ennemies s'effondrent. Les Prussiens perdent 27 000 hommes, les Français 5 000. Le même jour, à 20 km au nord, le maréchal Davout remporte une victoire encore plus remarquable à Auerstaedt. Avec seulement 27 000 hommes, il bat les 60 000 soldats de Brunswick. Le duc meurt de ses blessures au cours de la bataille. L'armée prussienne n'existe plus. Les forteresses capitulent les unes après les autres. Le 27 octobre, Napoléon entre à Berlin. Le roi et la reine fuient vers Königsberg en Prusse orientale. Le 28 octobre, Murat capture le prince de Hohenlohe et 16 000 hommes. Le 7 novembre, Blücher se rend à Lübeck. En un mois, la Prusse perd 140 000 hommes, 2 000 canons et tous ses drapeaux. La campagne la plus fulgurante de Napoléon vient de s'achever. Du palais de Berlin, Napoléon signe le décret de blocus continental le 21 novembre 1806. Il interdit tout commerce avec l'Angleterre. Si la France ne peut envahir l'île, elle peut l'asphyxier économiquement. Le blocus marque une escalade dans la guerre totale contre Londres. Les Russes arrivent au secours de la Prusse. Le général Bennigsen commande 100 000 hommes. Napoléon poursuit l'ennemi en Pologne pendant l'hiver 1806 à 1807. La grande armée s'enlise dans la boue. Les routes deviennent impraticables. Les épidémies déciment les rangs. Napoléon prend ses quartiers d'hiver à Varsovie et attend le printemps. Mais Bennigsen attaque en janvier 1807. Les deux armées se cherchent dans le froid glacial. Le 8 février, elles s'affrontent à Eylau. La bataille se déroule sous une tempête de neige. Les soldats se battent à quelques mètres sans se voir. Les charges de cavalerie se succèdent dans le blizzard. À la fin de la journée, chaque camp compte 25 000 morts. Personne n'a gagné. Napoléon remporte une victoire tactique en gardant le terrain, mais c'est la première fois qu'il n'écrase pas complètement son adversaire. Les deux armées se retirent et reprennent leur quartier d'hiver. Au printemps, Napoléon reçoit des renforts et marche sur Königsberg, où les Russes stockent leurs approvisionnements. Bennigsen veut à tout prix protéger la ville, qui abrite aussi le roi et la reine de Prusse en exil. Le 10 juin, Napoléon attaque les Russes à Heilsberg. Combat violent, mais résultat peu concluant. Bennigsen se replie vers Friedland et franchit la rivière Halle par 4 ponts. Il pense avoir une journée d'avance sur l'armée française. Erreur fatale. Le 14 juin 1807, à l'aube, l'avant-garde de Lannes heurte les Russes près de Friedland. Bennigsen croit affronter un corps isolé. Il engage de plus en plus de troupes sur la rive gauche de l'Halle. Le terrain est désastreux. Les Russes se massent dans une boucle de la rivière, avec le fleuve dans leur dos et un seul accès par les ponts de Friedland. Un piège mortel. Lannes résiste pendant 9 heures avec 10 000 hommes contre 50 000 Russes. Il tient les villages de Postenen et les bois de Sortlack. La cavalerie de Grouchy charge 15 fois pour empêcher les Russes de déborder. Lannes attend désespérément Napoléon. Vers midi, l'empereur arrive avec le gros de l'armée. Il observe la position russe et sourit. Bennigsen vient de commettre la même erreur qu'à Austerlitz. Ses troupes sont coincées dans une nasse. Les maréchaux proposent d'attendre le lendemain pour attaquer. Napoléon refuse. On ne surprend pas 2 fois l'ennemi en pareille faute. Il ordonne l'attaque pour 17 heures. Une batterie de 30 canons pilonne l'aile gauche russe. Ney reçoit l'ordre de foncer vers Friedland et de couper les ponts. Prenez les ponts et ne vous inquiétez pas de ce qui se passe à droite ou à gauche. L'armée et moi sommes là. Ney attaque avec 6 000 hommes. La garde impériale russe contre-attaque, mais Ney perce. Les combats font rage dans les rues de Friedland en flammes. Au centre, Mortier et Lannes attaquent l'aile droite russe. Victor lance sa réserve. L'artillerie française tire 400 coups par minute. Les Russes tentent de se replier, mais les ponts sont pris. Beaucoup se noient dans l'Halle. D'autres meurent sous les boulets. À la tombée de la nuit, l'armée russe est détruite. Les Russes perdent 20 000 hommes, les Français 9 000. La victoire est totale. Le 16 juin, Königsberg capitule. Alexandre Ier demande un armistice. Le 25 juin, les deux empereurs se rencontrent sur un radeau au milieu du fleuve Niemen à Tilsit. Napoléon charme le jeune tsar. Il signe le traité de Tilsit le 7 juillet 1807. La Russie abandonne la coalition
et devient l'allié de la France. La Prusse subit les pires conditions. Elle perd tous ses territoires à l'ouest de l'Elbe, qui forment le royaume de Westphalie, confié à Jérôme Bonaparte. Ses possessions polonaises deviennent le duché de Varsovie. Elle paye une indemnité de guerre écrasante. Son armée est limitée à 42 000 hommes. L'Empire français atteint son apogée. Napoléon domine l'Europe du Portugal à la Pologne. Tous les souverains du continent sont ses alliés ou ses vassaux. Seule l'Angleterre résiste, protégée par sa flotte. La 4e coalition s'est effondrée comme les précédentes. La paix ne dure que 2 ans. L'Autriche ronge son frein depuis Austerlitz. Elle a réformé son armée sous la direction de l'archiduc Charles. Les finances britanniques soutiennent ces préparatifs. En 1809, Napoléon s'enlise en Espagne. La guérilla espagnole saigne la Grande Armée. L'Autriche voit sa chance. En avril 1809, l'archiduc Charles attaque en Bavière avec 200 000 hommes. Le maréchal Berthier commande l'armée d'Allemagne en l'absence de Napoléon. Sa gestion désastreuse permet aux Autrichiens de remporter des premiers succès. Napoléon quitte l'Espagne en urgence et arrive le 17 avril. En quelques jours, il redresse la situation. Il bat les Autrichiens à Abensberg le 20 avril, à Landshut le 21, à Eckmühl le 22 et à Ratisbonne le 23. Charles doit reculer au nord du Danube. Napoléon fonce vers Vienne et entre dans la capitale le 13 mai. Mais l'archiduc a détruit tous les ponts sur le Danube. L'armée autrichienne, intacte, attend sur la rive nord. Napoléon décide de traverser le fleuve par l'île de Lobo, à l'est de Vienne. Les 21 et 22 mai, il engage la bataille d'Asper-Nessling. Les Autrichiens envoient des brûlots qui détruisent les ponts. Napoléon se retrouve coincé sur la rive nord avec 40 000 hommes face à 90 000 Autrichiens. Les combats sont terribles. Le maréchal Lannes, blessé par un boulet, meurt quelques jours plus tard. Napoléon doit se replier sur l'île de Lobo. C'est sa première défaite tactique. Pendant 6 semaines, Napoléon fortifie l'île de Lobo et construit de nouveaux ponts. Il reçoit des renforts d'Italie commandés par Eugène de Beauharnais. Le 4 juillet, un violent orage éclate. Napoléon en profite pour lancer le passage. Les Autrichiens surveillent le secteur d'Asper-Nessling, mais les Français traversent à l'est de l'île. À l'aube du 5 juillet, 187 000 Français se déploient sur la rive nord face à 158 000 Autrichiens. Charles déploie son armée en arc de cercle sur 23 km, le village de Wagram au centre. Napoléon attaque immédiatement. Il veut vaincre avant l'arrivée de l'archiduc Jean avec 30 000 hommes supplémentaires. À 18 h, il lance une attaque sur le centre autrichien. MacDonald entre dans Wagram, mais Charles rallie ses troupes et repousse les Français. Les combats de rue sont confus. Les Italiens de MacDonald tirent sur les Saxons de Bernadotte, confondant leurs uniformes blancs avec ceux des Autrichiens. L'attaque échoue. La nuit tombe sans décision. Le 6 juillet à l'aube, Charles attaque le premier. Son aile gauche se jette sur Davout, mais celui-ci la repousse au-delà du ruisseau Russbach. Au centre, Napoléon assemble une grande batterie de 102 canons, commandée par le général Lauriston. L'artillerie française tire 400 coups par minute, déversant un déluge de fer sur les positions autrichiennes. Derrière ce rideau de feu, MacDonald lance 8000 fantassins en colonne serrée contre le centre ennemi. La charge de MacDonald est héroïque mais sanglante. Les Autrichiens résistent avec acharnement. Napoléon engage la cavalerie lourde de Bessières et la jeune garde. Le centre autrichien se fissure puis s'effondre. À gauche, Masséna progresse malgré une blessure au pied qui l'oblige à commander depuis une calèche. À droite, Davout et Oudinot gravissent le plateau de Wagram. À 18 h, Charles ordonne la retraite. L'archiduc Jean arrive trop tard. Napoléon le repousse facilement. La victoire est acquise, mais le prix est terrible. Les Français perdent 37 000 hommes, les Autrichiens 43 000. C'est la bataille la plus sanglante jamais livrée jusqu'alors. Napoléon poursuit les Autrichiens et les rattrape à Znaïm le 10 juillet. Charles demande un armistice. Le traité de Schönbrunn, signé le 14 octobre 1809, ampute l'Autriche de 3,5 millions de sujets. Elle cède l'Illyrie à la France, la Galicie à la Russie, Salzbourg à la Bavière. Elle paye 85 millions de francs d'indemnité. La 5e coalition est écrasée. Mais Wagram marque un tournant. La Grande Armée n'est plus invincible. Les victoires coûtent de plus en plus cher.
Les adversaires de Napoléon ont appris et amélioré leur tactique. Les troupes françaises comprennent trop de conscrits inexpérimentés et de contingents étrangers peu motivés. Les maréchaux vieillissent. Lannes est mort, Masséna décline. Napoléon lui-même subit les premières atteintes de la maladie. L'empereur épouse Marie-Louise d'Autriche en avril 1810. Cette union avec la fille de François Ier scelle l'alliance austro-française. Un héritier naît en mars 1811, le roi de Rome. Napoléon domine l'Europe, mais les failles apparaissent. L'Espagne saigne ses armées. Le blocus continental ruine l'économie française autant qu'anglaise. Le tsar Alexandre se rapproche de Londres. En 1812, Napoléon envahit la Russie avec 600 000 hommes. La retraite de Moscou détruit la Grande Armée. La 6e coalition se forme en 1813. Napoléon gagne encore des batailles à Lutzen et Bautzen, mais il est submergé par le nombre. Leipzig, en octobre 1813, marque la fin. Les coalisés envahissent la France en 1814. Napoléon abdique en avril. Entre 1800 et 1809, Napoléon remporte 5 campagnes majeures contre les coalitions européennes. Marengo sauve le consulat. Austerlitz détruit la 3e coalition. Iéna pulvérise la Prusse en 3 semaines. Friedland brise la Russie et isole l'Angleterre. Wagram impose une nouvelle fois la paix à l'Autriche. 5 victoires décisives en 9 ans contre tous les grands empires d'Europe. Le secret réside d'abord dans la vitesse. Napoléon mobilise, marche et attaque plus vite que ses adversaires. À Ulm, il encercle les Autrichiens avant qu'ils comprennent sa manœuvre. En Prusse, il détruit l'armée ennemie en 2 semaines. Cette rapidité provient de l'organisation révolutionnaire de ses armées. Les corps d'armée autonomes de 30 000 hommes marchent séparément mais combattent ensemble. Chaque corps dispose de son infanterie, cavalerie, artillerie et train. Les colonnes avancent sur plusieurs routes parallèles, vivent sur le pays, ne dépendent pas de lourds convois de ravitaillement. Napoléon maîtrise mieux que quiconque le renseignement et la topographie. Avant chaque bataille, il étudie le terrain en détail. Il connaît chaque colline, chaque village, chaque cours d'eau. Il devine les intentions ennemies en analysant leurs mouvements. À Austerlitz, il comprend que les Alliés vont dégarnir leur centre. À Friedland, il voit immédiatement le piège dans lequel Bennigsen s'est enfermé. La concentration des forces au point décisif constitue son principe fondamental. Il disperse ses corps d'armée pour la marche, mais les rassemble pour la bataille. À Iéna, il fait converger 96 000 hommes en quelques heures. Ses adversaires, liés à leurs dépôts et leurs lignes de communication, ne peuvent égaler cette flexibilité. L'artillerie française devient sous Napoléon l'arme décisive. Lui-même ancien artilleur, il sait employer les canons pour pilonner les positions ennemies avant l'assaut de l'infanterie. À Friedland et Wagram, les grandes batteries de 100 canons brisent les lignes adverses. L'artillerie à cheval, mobile et rapide, accompagne la cavalerie pour exploiter les percées. Napoléon possède le don rare de saisir le moment psychologique. Il attaque quand l'ennemi se croit en sécurité ou hésite. À Marengo, la contre-attaque de Dessay frappe les Autrichiens convaincus de leur victoire. À Austerlitz, il lance l'assaut au moment exact où le plateau de Pratzen se dégarnit. À Friedland, il refuse de reporter l'attaque au lendemain et exploite l'erreur de Bennigsen. Ces maréchaux forment une équipe exceptionnelle. Davout excelle dans la défense et l'obéissance aux ordres. Lannes mène les assauts avec un courage fou. Ney charge avec une fougue irrésistible. Soult manœuvre avec précision. Murat lance sa cavalerie au moment opportun. Masséna tient bon dans les situations désespérées. Ces hommes, issus de la Révolution, commandent par le mérite et non par la naissance. Le moral des troupes compte autant que la tactique. Les soldats français suivent Napoléon par admiration. Il connaît leurs besoins, partage leurs dangers, récompense leur bravoure. Les grognards de la Grande Armée marchent 30 km par jour, se battent comme des lions, acceptent les privations parce qu'ils croient en leur chef. Cette confiance mutuelle donne à l'armée française une cohésion que les armées de métier austro-prussiennes n'égalent pas. Napoléon exploite les faiblesses de ses adversaires. Les généraux austro-prussiens appliquent des tactiques dépassées. Leurs armées manœuvrent lentement en formation rigide. Leurs soldats obéissent mécaniquement sans initiative. La noblesse monopolise le commandement. Napoléon utilise des formations souples,
encourage l'initiative des officiers subalternes, promeut au talent. Ces tirailleurs harcèlent les colonnes ennemies. Ses colonnes d'assaut enfoncent les lignes. Sa cavalerie poursuit sans relâche. Après 1809, ses avantages s'érodent. Les adversaires copient les méthodes françaises. Les Autrichiens réforment leur armée. Les Prussiens créent un état-major moderne. Les Russes adoptent la conscription de masse. Les armées françaises perdent en qualité. Les vétérans tombent en Espagne. Les conscrits inexpérimentés les remplacent. Les contingents allemands, italiens, polonais combattent sans conviction. Napoléon compense par la brutalité. Les batailles deviennent des boucheries où la force brute l'emporte sur la manœuvre. Wagram coûte 80 000 hommes pour un résultat incertain. Les victoires militaires de Napoléon remodèlent l'Europe. Le traité de Lunéville en 1801 confirme la mainmise française sur la rive gauche du Rhin. L'Autriche renonce à la Belgique et accepte l'influence française en Italie. La Bavière, le Wurtemberg et le pays de Bade agrandissent leur territoire et deviennent des alliés fidèles. Après Austerlitz en 1805, la carte de l'Allemagne se redessine complètement. Le Saint-Empire romain germanique, fondé en 800 par Charlemagne, disparaît le 6 août 1806 quand François II abdique sa couronne impériale. 16 États allemands forment la Confédération du Rhin sous protection française. En 1808, la Confédération compte 36 membres et 14 millions d'habitants. Napoléon impose le Code civil, supprime le servage, sécularise les biens d'église. Ces réformes modernisent l'Allemagne malgré elle. Les royaumes vassaux fleurissent partout. Jérôme Bonaparte devient roi de Westphalie en 1807. Joseph règne sur Naples puis l'Espagne. Louis gouverne la Hollande. Murat hérite de Naples après Joseph. Eugène de Beauharnais administre le royaume d'Italie comme vice-roi. Ces monarques introduisent les principes révolutionnaires français. Égalité devant la loi, fin des privilèges féodaux, administration centralisée. Le système continental vise à ruiner l'Angleterre par le blocus économique. Après Tilsit en 1807, toute l'Europe continentale ferme ses ports aux navires britanniques. Les exportations anglaises chutent, les manufactures textiles licencient, le chômage augmente, des émeutes éclatent. Le gouvernement londonien chancelle, mais tient bon grâce au commerce avec l'Amérique latine et les colonies. Le blocus nuit également à l'Europe. Les ports français, hollandais, allemands périclitent. Le sucre de canne disparaît. Le café coûte une fortune. La contrebande se généralise. Les commerçants font faillite. La Russie, dont l'économie dépend des exportations de bois et de céréales vers l'Angleterre, souffre terriblement. Cette tension économique mène à la rupture entre Napoléon et Alexandre Ier en 1812. L'Europe napoléonienne bouleverse les anciennes structures féodales. Les codes juridiques uniformisent le droit. Le système métrique se répand. Les universités forment des élites selon le mérite. Les Juifs obtiennent l'égalité civile dans toute la sphère d'influence française. Ces changements survivent à la chute de Napoléon. Le Congrès de Vienne en 1815 ne rétablit pas intégralement l'Ancien Régime. Les victoires militaires cachent des faiblesses structurelles. L'Empire français repose entièrement sur Napoléon. Lui seul possède la vision d'ensemble. Lui seul prend les décisions importantes. Quand il quitte l'Espagne en 1809, la situation militaire se dégrade immédiatement. Ses maréchaux, brillants exécutants, se révèlent médiocres stratèges. Ils se jalousent, refusent de coopérer, ignorent les ordres qui ne viennent pas directement de l'empereur. La conscription saigne la France. Chaque année, 80 000 jeunes hommes rejoignent l'armée. Entre 1800 et 1814, 2,5 millions de Français servent sous les drapeaux. 500 000 meurent au combat ou de maladie. Les villages manquent de bras pour les récoltes. Les femmes travaillent aux champs. L'économie rurale décline. Les familles cachent leurs fils ou les mutilent pour échapper au service. Les réfractaires fuient dans les bois. La gendarmerie organise des battues. Les finances publiques dépendent des contributions de guerre. Après chaque victoire, Napoléon impose des indemnités écrasantes aux vaincus. L'Autriche paye 125 millions de francs entre 1805 et 1809. La Prusse verse 150 millions après Iéna. Ces sommes colossales financent les dépenses militaires, mais épuisent les pays occupés. La résistance s'organise. En Allemagne, les sociétés secrètes préparent la revanche. Les intellectuels comme Fichte appellent au soulèvement national.
L'Espagne devient le tombeau de la Grande Armée. En 1808, Napoléon renverse le roi Charles IV et installe son frère Joseph sur le trône. Le peuple espagnol se soulève. La guerre de guérilla commence. Les paysans tendent des embuscades. Les convois disparaissent. Les garnisons sont massacrées. Napoléon envoie 300 000 hommes. Il contrôle les villes, mais pas les campagnes. Les Anglais débarquent au Portugal sous Wellington. La guerre s'éternise. En 1813, 250 000 soldats français piétinent toujours en Espagne. La Russie brise définitivement le système. En 1812, Alexandre Ier refuse de maintenir le blocus continental. Napoléon rassemble 600 000 hommes de 12 nationalités. Français, Allemands, Polonais, Italiens, Suisses. Il envahit la Russie en juin. Les Russes reculent en pratiquant la terre brûlée. Napoléon entre dans Moscou le 14 septembre, mais trouve une ville incendiée et vide. Alexandre refuse de négocier. Le 19 octobre, Napoléon ordonne la retraite. L'hiver précoce décime l'armée. Le froid, la faim, les Cosaques tuent 400 000 hommes. Napoléon rentre à Paris le 18 décembre avec 10 000 survivants. La 6e coalition se forme immédiatement. La Prusse, l'Autriche, la Russie, la Suède unissent leurs forces. Napoléon mobilise 300 000 conscrits en urgence. Il bat les coalisés à Lutzen le 2 mai 1813 et à Bautzen le 21 mai. Mais ces jeunes soldats manquent d'expérience. Ses pertes sont énormes. Il ne peut exploiter ses victoires par manque de cavalerie. Un armistice s'impose en juin. L'Autriche en profite pour rejoindre la coalition en août. Les coalisés appliquent le plan Trachenberg. Éviter Napoléon et attaquer ses maréchaux. Ney, Oudinot, MacDonald subissent des défaites. Les coalisés convergent sur Leipzig avec 350 000 hommes. Napoléon en aligne 190 000. La bataille des Nations se déroule du 16 au 19 octobre 1813. 3 jours de combats acharnés. Le 18 octobre, les Saxons désertent en pleine bataille et tirent sur les Français. Le 19, Napoléon ordonne la retraite. Les coalisés franchissent le Rhin en novembre. La France est envahie. Napoléon mène une campagne défensive brillante en février-mars 1814. Avec 60 000 hommes, il bat plusieurs fois les armées coalisées. Mais il ne peut être partout. Les maréchaux trahissent ou capitulent. Paris se rend le 31 mars. Napoléon abdique le 6 avril et part en exil à l'île d'Elbe. Les Bourbons reviennent. Louis XVIII monte sur le trône. Le retour de l'île d'Elbe en mars 1815 offre une dernière chance. Napoléon débarque avec 1000 hommes. L'armée envoyée pour l'arrêter se rallie. Il entre à Paris le 20 mars. Les coalisés refusent de négocier. Il mobilise 700 000 hommes. Napoléon n'en a que 120 000. Il décide d'attaquer les Prussiens et les Anglais en Belgique avant leur jonction avec les Autrichiens et les Russes. Le 16 juin, il bat les Prussiens à Ligny. Mais Blücher se replie en bon ordre. Le même jour, Ney attaque les Anglais aux 4 bras sans résultat décisif. Le 18 juin, Napoléon affronte Wellington à Waterloo. Les combats durent toute la journée. La garde impériale charge en fin d'après-midi. Wellington résiste. À 19h, les Prussiens de Blücher arrivent sur le flanc français. L'armée française s'effondre. Napoléon fuit. Il abdique le 22 juin et se rend aux Anglais. Il finit ses jours en exil à Sainte-Hélène. Napoléon révolutionne l'art de la guerre. Ses principes influencent tous les conflits du XIXe et du XXe siècle. Clausewitz, officier prussien présent à Iéna, étudie ses campagnes et développe sa théorie de la guerre totale. Les états-majors européens analysent ces batailles dans leurs académies militaires. Jomini, général suisse passé au service russe, codifie les principes napoléoniens dans son traité de stratégie. La rapidité de manœuvre devient la clé du succès militaire. Les armées prussiennes de 1866 et 1870 appliquent les méthodes napoléoniennes avec le chemin de fer et le télégraphe. Moltke encercle les Autrichiens à Sadowa et les Français à Sedan par des mouvements dignes de Napoléon. Les Allemands étudient Austerlitz et Iéna dans leurs écoles de guerre. La concentration des forces au point décisif inspire toutes les doctrines militaires modernes. Les offensives allemandes de 1914 et 1940 recherchent la bataille d'anéantissement napoléonienne. Les Soviétiques développent l'art opératif
en combinant les principes de Napoléon avec la mécanisation. Les chars remplacent la cavalerie, mais l'idée reste la même: percer, exploiter, encercler. L'importance de la logistique apparaît aussi dans l'héritage napoléonien. La campagne de Russie démontre qu'une armée ne peut vivre indéfiniment sur le pays. Les armées modernes développent des services d'intendance sophistiqués. La logistique devient une science. Les chemins de fer, les camions, les dépôts organisés permettent de maintenir de grandes armées en campagne. Le commandement décentralisé napoléonien inspire l'Auftrags tactique allemand. Plutôt que des ordres détaillés, les généraux donnent des objectifs et laissent l'initiative aux subordonnés. Cette méthode, testée à Iéna par les maréchaux de Napoléon, devient la doctrine standard des armées modernes. Elle nécessite des officiers instruits et responsables. Napoléon démontre aussi les limites de la force militaire. On ne peut maintenir indéfiniment un empire par les baïonnettes. Les peuples occupés résistent. Les guerres coûtent trop cher en hommes et en argent. Les coalitions finissent toujours par se former contre l'hégémonie. Ces leçons s'appliquent à tous les empires ultérieurs. L'Allemagne nazie les ignore et subit le même sort que Napoléon. Entre 1800 et 1809, Napoléon Bonaparte remporte 5 campagnes décisives contre toutes les grandes puissances européennes. Il sauve le consulat à Marengo, détruit la troisième coalition à Austerlitz, pulvérise la Prusse à Iéna, brise la Russie à Friedland, soumet l'Autriche à Wagram. Ces victoires reposent sur un génie tactique exceptionnel, une organisation militaire supérieure et une capacité unique à saisir le moment décisif. Les coalitions successives s'effondrent devant la rapidité et la puissance de la grande armée. L'Europe continentale se soumet à l'Empire français. Seule l'Angleterre résiste, protégée par sa marine. Mais le système napoléonien contient les germes de sa chute. L'Empire dépend trop de son fondateur. Les maréchaux manquent d'autonomie. La conscription épuise la France. Les peuples occupés développent un nationalisme qui se retourne contre l'occupant. L'Espagne devient un bourbier. La Russie refuse de se soumettre. Le blocus continental ruine autant la France que l'Angleterre. En 1812, la grande armée se brise dans les neiges russes. Les anciens vaincus se relèvent et forment une dernière coalition. Les jeunes conscrits de 1813 ne valent pas les vétérans d'Austerlitz. Leipzig marque la fin. L'invasion de 1814 et Waterloo en 1815 closent l'épopée. Napoléon reste le plus grand capitaine des temps modernes. Aucun général n'égale son palmarès. 60 batailles rangées, 50 victoires. Son influence sur l'art militaire perdure 2 siècles après sa mort. Mais son échec final rappelle que la guerre ne suffit pas. Sans base économique solide, sans adhésion populaire durable, sans objectif politique réaliste, même le génie militaire finit par s'épuiser. Les victoires militaires de Napoléon façonnent l'Europe moderne, mais son échec ultime prouve qu'on ne peut bâtir un ordre durable uniquement sur la force des armes.